Bonjour à toi, bienvenue au troisième épisode du podcast du Relieur. Cette semaine, c'est la première fois qu'on recevait un invité à l'émission. Et cet invité cette semaine, c'est Alexandre Vézina. Alexandre, c'est un stratège entrepreneurial et puis c'est quelqu'un qui a déjà une dizaine de livres de business à son actif, donc c'est assez impressionnant. Et puis c'est aussi quelqu'un avec qui on a déjà contribué. On avait déjà relié un de ses livres, le livre Révélation. Donc, super belle discussion. On a parlé de son parcours en affaires, évidemment, de la business, mais aussi de son processus d'écriture et puis comment que ça se passe quand tu veux publier un livre. Avant d'aller plus loin, si tu apprécies notre contenu, je t'invite fortement à liker l'épisode, partager et t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, c'est-à-dire l'application Balado. Donc, le podcast est disponible partout sur toutes ces plateformes-là. Et puis sur ce, je te laisse la place pour Alexandre Vézina. Bonne écoute. Let's go! Bonjour Alexandre Vézina, comment ça va? Ça va super bien Yannick, toi? Top Shape Sam Lalleur, hey, merci beaucoup d'avoir accepté à venir au podcast du Relieur. T'es comme notre premier invité de renom. J'espère que... De renom. De renom. Non, mais t'es notre premier client à venir au podcast. C'est vraiment cool. Fait que, puis on a fait affaire ensemble cette année. On a fait ton livre Révélation. Fait que c'est ça, j'étais vraiment intéressé de savoir tous les dessous de c'est quoi écrire un livre, la maison d'édition, comment ça marche quand t'écris, la business aussi, vu que t'es un stratège en affaires. Fait que... ben, c'est ça, dans le fond, là, j'aimerais ça qu'on parle, parce que pour les auditeurs, là, je ne l'ai pas dit, mais toi, t'es stratège, t'écris des livres, t'as écrit justement Révélation, 2x4 que tu viens de ressortir. Fait que, ben, qu'est-ce que tu offres comme service aux autres, là? Je sais que tu as changé un petit peu ton branding récemment, là. C'est quoi qui a changé de ton côté? Ben, j'ai toujours fait de l'accompagnement entrepreneurial. Fait que, tu sais, autant à l'époque, c'est beaucoup du pré-démarrage, démarrage, développement, croissance. Puis là, depuis les dernières années, je me concentre un peu plus sur la croissance des entreprises, le développement de la croissance. Tu sais, des redressements, je n'ai fait, là. Mais là, je suis tanné de ça aussi. Fait que, tu sais, donner des petits conseils rapido, presto, des astuces pratiques aux entrepreneurs, moi, ça me parle tout le temps. Mais quand il arrive, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je prends présentement, que des entreprises qui sont quand même relativement matures, mais là, sont rendues vraiment à monter une marche supplémentaire. Tu sais, le what's next. Parce qu'ils ont atteint les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Mais là, c'est OK, mais pour le futur, là, qu'est-ce que je veux? Fait que, tu sais, je les accompagne de façon stratégique, en faisant des réflexions stratégiques, de rebrasser les cartes de l'entreprise, réaligner mission, vision, valeur, les objectifs, vers où ils s'en vont, c'est quoi leur stratégie d'affaires. Fait que ça, j'interviens beaucoup là-dessus. Mais j'ai encore des parcours pour les plus petites entreprises, que là, c'est vraiment du pratico-pratique pour avoir une amélioration constante. Parce que moi, tout ce que je fais, Yannick, là, puis c'est vrai pour les livres, puis c'est vrai dans toutes les interventions, c'est améliorer la situation des entrepreneurs. Donc, l'impact, c'est ça. C'est ma mission à moi. Ma raison d'être en affaires, c'est d'améliorer la situation des entrepreneurs. Fait qu'après ça, peu importe que ce soit par un podcast, que ce soit par des séries vidéo, un parcours, une conférence, etc., parce que je donne beaucoup de conférences pour les entrepreneurs un peu partout au Québec. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Ma mission, améliorer la situation des entrepreneurs. Puis après ça, de quelle façon je le fais? Mais là, ça, c'est ma stratégie à moi. Puis je suis content que parce que la première vraie question que je voulais te poser, là, c'était de savoir d'où est-ce que ça sort. C'est quoi un peu ton cheminement là-dedans, là, tes premières expériences, parce que nous autres, on s'en est rappelé là, plus tard quand on s'est rencontrés là, sur LinkedIn la première fois, mais moi je sais qu'on a joué au hockey ensemble quand on était genre 15-16 ans, OK? Puis ce que je me rappelais de toi, c'est que il n'y en a pas un dans la gang qui travaillait sauf toi. Fait qu'il y avait des games le dimanche, là. Puis ce que je me rappelais, c'est que toi, tu venais pas à la game le dimanche parce que tu travaillais. Puis tu sais, t'es comme le gars ça coche là, de l'équipe de hockey. Fait que comment ça a commencé tout ça? C'est quoi les études que t'as faites? C'est quoi les premiers pas, là? Mais tu sais, tu dis ça, puis je me rappelais même pas qu'on avait joué au hockey ensemble. Je sais qu'on avait joué au soccer aussi. J'ai pas joué au soccer, moi. T'as pas joué au soccer? Ben, on a joué au hockey ensemble. Effectivement. Écoute, ça a été... Une saison, là, tu sais, là, pas... Ouais. Puis ça a dû être dans les dernières saisons que j'ai joué au hockey parce que, justement, je travaillais. Moi, j'ai commencé à travailler dans une épicerie quand je venais juste d'avoir 15 ans.
Ben, d'après moi, t'avais 15 ans. Bon, tu comprends? c'est ça. Ça devait être ta première ça devait année. être ma première année que je travaillais aussi en même temps. Puis je venais juste d'avoir 15 ans. Puis je me rappelle, là, j'étais arrivé avec mon patron. J'avais commencé, mettons, au mois d'août. Fait que le hockey recommençait à peu près à cette saison-là. J'avais apporté mon horaire des pratiques puis des games à mon boss pour dire, regarde, tu t'organiseras avec ça. Puis il avait dit, tu veux-tu travailler ou pas? Fait que moi, ça avait été un coup. Ton premier coup de 2 Mon par 4. premier coup de 2 par 4, un solide. Là, dans le genre de, moi, je ferai pas l'horaire en fonction de toi. Il dit, on a 50 employés, mais si je commence à faire les horaires de tout le monde en fonction de ça, non. Toi, tu vas travailler le samedi de telle heure à telle heure, puis le dimanche de telle heure à telle heure, puis telle soirée dans ta semaine. Fait que, tu sais, ça avait été clair en partant. Puis il dit, si toi, tu es capable de te faire remplacer par d'autres personnes, ici à l'interne, c'est ta responsabilité. Ah, c'est bon. Mais sinon, là, moi, je ne m'ajusterai pas à tous ces éléments-là. Fait que, tu sais, j'ai commencé à travailler très tôt. Fait que ça m'a beaucoup responsabilisé. Ça a développé de l'autonomie aussi rattachée à ça. J'en parle en révélation. Tu peux juste rapprocher ton micro. Oui. Petite affaire. Ben oui, je sais, c'est ça. T'en parles de ça, là. Exactement. Fait que, tu sais, ça a fait comme partie des éléments de base qui ont forgé un peu mon identité. Mais, tu sais, j'étais en secondaire 4 puis je travaillais comme 20 heures par semaine. Fait qu'après ça, de fil en aiguille, j'ai continué, tu sais, cégep, université, que j'ai eu un cursus plus administration des affaires. Est-ce que je pensais devenir entrepreneur puis stratège entrepreneurial? Ouais, à 15 ans, sûrement pas du tout. Au début, je voulais devenir ingénieur informatique. Là. Puis c'est en secondaire 5, à un moment donné, avec la chimie et la physique, j'ai juste dit, ça me tente pas. T'as le droit de le dire sur le podcast, là, fuck off. Là. Ça me tente pas. Fait que j'avais abandonné, je pense, c'est la chimie pour les remplacer par des cours d'éduc, finalement, en courant de l'année. Fait que tu sais, le meilleur des deux mondes. Mais tu sais, j'avais gardé la physique, puis tu sais, ça m'a intéressé aussi. Puis là, cégep, université, administration des affaires. Mais moi, quand rendu à l'université, là, ce que je voulais réellement, c'est devenir comme une espèce de directeur général partagé pour des petites entreprises. OK, tu voulais, mettons, faire 3-4 entreprises en même temps. Puis... une journée par semaine là, 2 jours par semaine là, etc. Fait que, mais c'est comme, j'étais naïf, là. Tu sais, quand on est jeune, on est tout le temps naïf un peu. Je savais même pas que ça existait, moi, des consultants. Parce que sinon, je me serais dit, hey, c'est vers la consultation que je veux aller. Finalement, j'ai fait de la consultation, mais j'ai jamais fait de la vraie consultation. Mais toi, ton but de faire ça, là, justement, le concept de directeur général, mais tu sais, partagé, c'est vraiment à l'université que ça s'est précisé, ça? C'est parce que là, tu étais en administration, puis là, tu voyais un peu, tu commençais à comprendre comment ça marchait. Puis... Exactement. Puis là, tu sais, je voyais, tu sais, les formations qu'on avait, c'est beaucoup pour les plus grandes entreprises. Tu sais, de la formation pour dire, travailler chez Procter & Gamble, puis IBM, puis bon, au niveau de la gestion. Ouais. Fait que tu sais, c'est les concepts de masse, mais les petites entreprises, vu que je travaillais dans une épicerie... Oui, c'est ça, mais vu que je travaillais dans une épicerie, puis je voyais la réalité terrain des petites entreprises, puis tous les défis de gestion, la vraie game de business, mais sur le plancher, les petites entreprises, ce qu'on apprenait versus la réalité, il y avait comme... Non. Fait que j'ai compris à ce moment-là qu'à l'université, ils nous formaient pour devenir des gestionnaires, pas des entrepreneurs. Ouais. Okay? Mais des gestionnaires de grandes entreprises. Puis ça m'intéressait pas. Fait que le cursus là, à l'Université Laval, j'avais... C'est que tu voulais sortir du cadre, en fait? Ben oui, parce que ça me convenait pas. Je trouvais ça aberrant un peu. Mon père, lui, il voulait que je travaille chez Hydro-Québec à relever des compteurs pour éventuellement monter puis devenir gestionnaire. Tu sais. Mais moi, ça me parlait pas bien. Nos parents, c'était ça aussi. Là, ouais, tu sais, job sécuritaire... tu vas avoir ça pendant toute ta carrière. Fait que, tu sais, puis c'est bien correct. Là. Mais l'espèce de flamme après ça, c'est vraiment à l'université, j'ai fait un stage au gouvernement, mais en amélioration continue, en amélioration de procédés, processus. Ben, ils ont beaucoup ils en ont besoin. Ils ont beaucoup de départements de même aussi. Le pire, c'est que moi, j'ai travaillé un petit 6 mois là, au gouvernement, puis j'ai vu là, qu'il y en avait beaucoup. Là. C'est ça. Puis il y avait vraiment des besoins. Fait que j'avais fait un stage. Fait que, tu sais, tout comprendre les demandes, puis là, quand ça rentre, puis comment c'est traité, puis etc. Puis qui touche au dossier, parce qu'il n'y a personne qui avait une idée de c'était quoi les étapes. Fait que tu sais, dans Astérix, là, les 12 travaux d'Astérix, le formulaire B52 à tel étage, puis ben, c'était ça. Là. Oh ouais, fait que là, moi, ma job, c'était de découvrir c'était quoi la suite là, qui se passait, puis les allées et les venues, les documents, puis les dossiers, puis bon.
Puis quand j'ai eu fini mon stage, j'étais arrivé avec les recommandations, avec voici ce qu'il y en a, puis les recommandations à mettre en place. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme une job de consultation. C'est juste, je ne le savais pas, moi, à l'époque. Puis au gouvernement, il avait dit, parfait, on prolonge ton stage parce qu'on veut que tu les mettes en application. Oui. Fait que c'est une expérience. Ben pas oui. juste de dire quoi faire, mais de les mettre en application. Fait que ça a été très formateur. Puis là, il n'y a personne non plus pour te dire comment les mettre en application. Mais non, parce que c'était comme, je suis autonome. t'étais comme un sauveur quasiment. Mais j'étais autonome là-dedans. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, après ça, je me suis intéressé à l'amélioration continue. Puis je suis allé travailler au Nouveau-Brunswick, chez G.D. Irving, dans la production forestière. Fait que tu sais, en plein milieu du mois de mars, là, quand il fait moins 38. Moins 38, que tu as des bottes en cape d'acier, mais d'hiver, puis habillé en hiver dans le bois, là, en raquette, là, je l'ai faite. Là, mais pour chercher à améliorer les opérations dans les productions forestières, dans les scieries, dans les cours à bois, le transport, etc. Fait que tu sais, là, j'ai appris une toute autre game. Puis après ça, quand je suis revenu au Québec, je suis allé travailler dans les organisations de développement économique. Puis c'est là que j'ai découvert réellement l'entrepreneuriat. Puis la vraie petite business. Puis là, de fil en aiguille... C'est ta clientèle. Ben oui, exactement. Puis de fil en aiguille, j'étais dans la région de Bellechasse, Lévis, les Aides-Chemins, dans Chaudière-Appalaches. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion d'accompagner comme 800 entrepreneurs au début de ma carrière. Ouais. Puis là, on parle entre 23 puis 27 ans à peu près, là. C'est quand même très jeune. Ben oui, écoute, il quand doit tu avoir penses un à clash ça, là, à un moment donné. Le client, mettons, il a, je sais pas moi, 48, là, puis il va arriver avec tes 23 ans et demi. Là. Oui, puis tu sais, quand on est jeune, des fois, on est un peu... Cocky. Ouais, cocky, c'est le bon terme. Cocky parce que, en plus, moi, j'ai pris un stagiaire cet été. Alex, puis en tout cas, s'il écoute ça, ben, il va c'est un gars qui est cocky, là. Il a Mais tu sais, confiance en lui. C'est ça, il y a une confiance en soi puis une naïveté en même temps. Ouais, exact. Mais être cocky, c'est pas être arrogant. Il y a une limite. Tu sais, t'as être confiant en toi, là. Ouais. Après ça, t'as l'arrogance. Puis dans le milieu, t'as le côté cocky. Ouais, qui peut s'expliquer que quelqu'un qui est un peu plus jeune. Ouais. Tu sais, l'arrogance, souvent, c'est comme penser tout connaître, c'est penser meilleur que les autres. L'arrogance, c'est un peu de l'ego pour moi, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, je suis le meilleur, je vous le démontre. Puis je l'écoute pas, qu'est-ce que t'as à me dire? Exactement, parce que moi, je connais tout. Tandis que cocky, il y a comme une surconfiance en soi qui transparaît, sauf que tu peux l'expliquer en disant « Ah, il est encore jeune. » Mais comme tu dis, je pense que c'est de la... C'est justement, c'est de la naïveté. Mm-hmm. En fait, c'est de la confiance en soi avec de la naïveté. Mais c'est cool. Fait qu'eux autres, des fois, ça passait pas tout le temps super bien, j'imagine, mais... Écoute, ça a toujours bien passé, sauf, je pense, 2 fois. Puis je me rappelle des noms des individus. Mais tu sais, quand ça a mal passé, c'était souvent des attentes qui étaient différentes. Ouais. Ou, tu sais, là, je référais, moi, à une autre organisation, puis là, un prêt qui était refusé, supposons. Mais là, c'est pas de ma faute si le prêt est refusé, tu sais. Fait que des fois, il y a des subventions refusées, ou etc. Mais là, tu sais, moi, je peux pas faire de promesses. Sauf que il y avait quand même certaines conditions, puis après ça, ça devient la responsabilité de l'entrepreneur. Parce que toi, en même temps, là, tu sais, puis je m'excuse, je te coupe, là, mais tu sais, ça me fait penser que, tu sais, la personne qui est pas contente ou que ça passe pas bien, mais tu sais, en même temps, c'est... Toi, t'es pas là pour faire la job à sa place, là. T'es là pour, tu sais, l'aider à savoir quoi faire. Puis, tu sais, donner des trucs pour... Mais c'est tout le temps lui qu'il faut qu'il le fasse. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est tous un peu mis avec le nez dans notre caca, là, régulièrement en business. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, si t'es pas prêt à passer à l'action, moi, je peux rien faire pour toi. Mais au début de ma carrière, tu sais, je poussais, puis j'essayais. C'est ça. Puis, des fois, tu voulais plus que le client, ben finalement. Oui, puis ça sert absolument à rien. Puis c'est vrai dans tous les business, dans toutes les relations d'affaires ou personnelles aussi. Si tu veux plus que l'autre personne, là, Ouais, ça marchera pas. ça marchera pas. C'est comme à sens unique. Puis même si tu donnes toutes les astuces, tous les trucs, tous les outils, si la personne est pas prête à passer à l'action, il n'y a pas de niveau d'engagement, ça sert absolument à rien. Je pense qu'il y a un dosage aussi, tu sais, des fois, dans le sens que, parce que, comme tu dis, ça s'applique en business, mais tu sais, dans tes relations personnelles. Fait que, tu sais, si tu veux trop aussi pour l'autre, ça peut-être que l'autre personne, elle veut, mais, tu sais, un peu, mais pas tant que toi, ben, tu sais, si tu y as trop poussé, ben là, elle fait juste dire, ah, fuck off, là, lui, il est trop craqué, là, ça m'intéresse pas. C'est ça, puis il y a une question de niveau d'engagement. Niveau d'engagement du client, niveau d'engagement dans la relation. Puis, si les deux personnes sont pas au même niveau, ça marchera pas.
Non, mais puis c'est vrai dans tout. Là. Ouais. C'est comme une loi universelle. Tu sais. Fait que l'idée, c'est... Il y en a un qui s'écœure, c'est sûr. Mais oui, puis c'est certain, parce qu'il y en a un qui a un trop grand niveau d'intensité versus l'autre, ou l'inverse. Puis ça va créer un clash éventuellement, ou ça va créer comme une espèce de distance entre les deux personnes. Fait que tu sais, de valider le niveau d'engagement, c'est super important. Puis c'est pour ça que souvent avec des nouveaux clients, moi, le niveau d'engagement, je leur fais faire des devoirs. Des petits devoirs. Juste pour valider, t'es fait-tu ou t'es fait pas. Donc, avant de commencer à travailler ensemble, là, souvent, je te fais faire 2-3 affaires. Là. Puis là, si tu les fais dans le bon délai, c'est correct. Je vais regarder si je te fais une proposition. Mais oui. Puis c'est la même chose avec des fournisseurs ou des fournisseurs potentiels. Là. Moi, il y a une chose. Là. Souvent, quelqu'un qui m'approche par LinkedIn qui me demande j'aimerais ça prendre un 15 minutes avec toi, discuter, Moi, ma réponse de base, là, c'est N-O-N. Non. J'ai pas de temps. Puis là, après ça, je fais exprès, je dis non, pas maintenant. Si ça ne m'intéresse pas, je fais juste dire non. Oui, je comprends. Okay, je veux voir s'il va revenir. Ben exactement. Puis de quelle façon il va revenir. Puis souvent, les gens, il y en a que je fais affaire là, présentement avec eux autres, ça a pris 1 an et demi. Puis je leur ai dit, si tu veux que je fasse affaire avec toi, il faut que tu fasses tes suivis. Fait que j'ai dit à la base, reviens-moi dans 3 mois. 3 mois plus tard, la personne me revenait. Puis là, j'ai pris le temps de jaser avec. Puis après ça, je dis, je suis pas encore prêt, mais dans 6 mois, relance-moi. 6 mois plus tard, elle me relançait. Puis je travaille avec elle présentement. C'est pas un non pour gagner du temps. C'est non, pas maintenant, parce que j'ai pas les conditions ou j'ai pas la liberté d'esprit pour m'en occuper là. Mais plus tard. Puis en même temps, ça fait que, tu sais, mettons, si toi, dans ton cadre, puis ce que tu sais que tu peux apporter à cette personne-là, tu as besoin d'une certaine rigueur. Tu sais, mettons, tu sais ton niveau de rigueur que tu as besoin, tu sais. Tu veux pas réparer, mettons, quelque chose qui... Il y a un minimum à avoir, là, ben, au moins ça te le donne, ça te dit, OK, ben, cette personne-là va le faire. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est un gage de professionnalisme. Puis, une relation, c'est une relation de professionnalisme entre les deux. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui fait pas ses suivis, là, c'est la base. Là. Si tu veux avoir du succès en business, là, ouais, tu fais tes foutus suivis. C'est clair. Point à la ligne. Puis, la majorité des gens là, que j'utilise cette astuce-là, là, non pas maintenant, là, puis je leur dis de faire un suivi, ils le feront pas. La réalité, là, 95% des gens font pas leur suivi. Fait que là, je viens de filtrer 19 personnes sur 20 d'un coup. D'un coup. Juste en disant non, pas maintenant. Puis après ça, ceux qui font leur suivi religieusement, eux autres, ils valent la peine parce que ça veut dire qu'ils vont être structurés, ils vont être organisés, puis ils veulent faire de la bonne business. T'sais. C'est clair. Cool. Ben, hey, ça répond à ton parcours. Fait que là, mettons qu'on en revient là, à ma question. Parce que là, côté philosophie, c'est cool. Puis c'est vraiment le fun. Là. Je pense que n'importe qui écoute le podcast présentement, il y a comme un coup de 2x4 d'en face, dire OK, faites vos suivis. Mais tu sais, t'étais rendu à. Tu sais, tu disais là, justement, t'as commencé. Quand tu disais que tu étais en, je sais pas, la clinique entrepreneuriale, dans le fond, avant ça, c'était de la consultation. Ouais. Avant ça, c'est ça. J'ai travaillé dans une commission scolaire pour les cours de pré-démarrage d'entreprise, lancement d'une entreprise sur la rive sud de Québec. Puis, rapidement, notre équipe, on est devenu comme un peu la référence au Québec parce qu'on utilisait les modèles d'affaires. Puis là, on était comme en 2011, je pense. Ouais, je comprends. Il n'y a personne qui les utilisait au début à part nous autres. Fait que tu sais, de fil en aiguille avec l'équipe, etc., j'ai décidé de me mettre à la porte parce que ça faisait partie de mon plan de match. Moi, je me mets tout le temps à la porte. Okay. Donc, je crée des équipes autonomes, puis merci, bonsoir, tu sais, pour se rendre dispensable. Puis c'est ce que je dis aux entrepreneurs tout le temps de faire. Exact. Mets-toi à la porte. Je vais t'aider à te mettre à la porte. Ça parle, puis oui, je le veux, tu sais. Mais tu le veux-tu vraiment? Parce qu'il y a des choses à faire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je l'ai fait à quelques reprises, puis quand j'étais encore à la commission scolaire, ben, je me suis mis à gérer tous les programmes pour la croissance, le développement d'entreprise, puis jusqu'au point que même Service Québec, il arrivait avec, je devrais peut-être pas le dire, là, mais il arrivait en fin d'année avec des budgets supplémentaires, puis il me disait, écoute, Alex, on a tant, as-tu des activités à nous proposer? Fait que, parce qu'il faut. C'est les budgets. Non, c'est ça. Les budgets, il faut dépenser ces budgets. Puis ça a été comme une espèce de pierre angulaire d'un programme que j'ai développé qui s'appelle les cellules de propulsion qu'on a mis après ça à la grandeur du Québec. Mais ça a été comme le début de ça. Fait que j'ai travaillé pour la commission scolaire jusqu'à tant qu'à accompagner les entrepreneurs, ben, je me suis mis à investir
dans les entreprises. OK, tu as même eu des participations dans des business que tu as aidés. Effectivement, je me suis mis à devenir consultant aussi. Fait que j'avais ma compagnie de consultation, je l'ai créée en 2011. Gestion Alexandre Vézina. Puis j'avais un premier client qui était un de mes anciens clients que j'ai investi dans sa business à ne jamais faire. J'aime investir chez ses clients, mais ça, on le comprend plus tard. C'est pas ça mon partner qui est dans le funéraire. mais c'est ça. C'est relatif. Là. Non, c'est relatif. Ça dépend de la pour situation. moi, ça n'a pas été excellent parce que, en tout cas. Fait que, bref, je me suis mis à investir dans une entreprise. Puis là, une autre. Il y en a une que je suis devenu comme directeur général. Après ça, il y en a une autre, on avait des associés un peu en train de opérationnels. Faire ce que tu disais que tu voulais faire avec ton directeur général. Oui, ben exactement. C'est ça. Fait qu'en investissant, j'avais un impact aussi au niveau de l'entreprise. Oui, c'est ça. Fait que pendant un bout de temps, j'avais 5 entreprises opérationnelles en même temps, dont 2 que moi, je gérais comme un peu le directeur. Ouais. Puis les autres, je faisais comme un peu un service de consultation pour mes associés. Fait que tu sais, ça a été de même, de fil en aiguille. Puis là, j'en ai acheté des entreprises, j'en ai vendu aussi. On a fusionné, intégré. Même dans le transactionnel, d'acheter de la business, tu sais, fermer ça, tu as quand même beaucoup d'expérience. Là. Mais tu sais, je l'ai fait autant pour moi que pour les autres. Fait que tu sais, à chaque fois que j'ai accompagné des entrepreneurs, parce qu'au fur et à mesure de ces années-là, je continue à accompagner des entrepreneurs. Mais comme consultant, à mon compte, avec mes programmes aussi. Puis tu sais, je parlais de la cellule de propulsion tantôt. De la façon que toi tu veux, là, tu sais. Oui, c'est ça. À tes critères. Exactement. Fait que tu sais, j'ai toujours fait plus de l'accompagnement entrepreneurial que de la consultation. Fait que tu t'arranges pour finalement ton client, il ait des comptes à rendre à toi. Ouais. C'est un peu dans le ça, fond, là, moi, je fais rien, puis c'est eux les clients qui font tout. Non, mais tu sais, l'idée, c'est, moi, je fournis mon expertise, mon expérience, mes outils, mes astuces au client selon ses besoins à lui. Puis après ça, je lui donne des devoirs. Mais moi, je suis pas le gars, tu sais, on connaît tous nos zones de génie, d'excellence. Moi, je suis pas le gars pour faire des rapports. Puis un rapport qui va être sur une tablette, là, pour Service Québec ou pour les autres, là, je suis pas le bon gars pour ça. Moi, c'est l'échange. Tu veux un impact. Donc, c'est vraiment là-dessus. Fait que c'est là-dessus que j'ai forgé, au fur et à mesure, les cellules de propulsion, comme ce que je te disais tantôt, que j'ai commencé à mettre moi-même un peu au Québec, dans certaines régions, puis là, je ne pouvais plus tout faire moi-même. Fait que ça a été la base de la clinique d'accompagnement entrepreneurial que j'ai développée avec un de mes associés en 2016, de mémoire, 2017, pour pouvoir offrir l'accompagnement individuel à mes groupes, à moi. Ouais. Au début, c'était ça. Fait que ça fournissait un service d'accompagnement entrepreneurial, mais dans mes groupes que je vendais. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation où je dis OK, non, c'est rendu trop compliqué, puis je peux plus moi-même tout animer. Fait que j'ai tout fusionné, mes opérations à moi de ces programmes-là, dans le cadre de la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Puis c'est là qu'on a développé différents programmes dans la clinique d'accompagnement entrepreneurial, mais pour les entrepreneurs, puis que ça a été diffusé un peu partout au Québec. Ouais, je comprends. Puis dans les années, écoute, la clinique, là, on a travaillé dans 4 provinces différentes. Ça, les gens au Québec ne le savent pas. Là. Mais tu sais, 4 provinces différentes. On a travaillé au Québec dans 14 et 17 régions administratives du Québec, avec des ententes, avec une cinquantaine d'ententes avec des organismes de développement économique aussi. Puis il est arrivé un point tournant il y a à peu près 2-3 ans où j'ai dit « fuck off ». Moi, ça me tente plus. Ben, tu sais, à toi et tout, à un moment donné, si ça devient comme beaucoup de jobs, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, parce que toi, en même temps, c'est ta job de dire, OK, sont tous des opérations, puis tu sais, mets-toi à part. Sauf que toi, en même temps, c'est ça que tu vis toi-même, parce qu'on le vit tout à un moment donné, si on est dans le business tout le temps, on s'en rend tout le temps compte, à un moment donné, c'est une journée que ça va pas bien, là. T'arrives, là, puis je sais pas, là, regarde, me donner le meilleur exemple, tu reviens de vacances. Là, tu viens de passer une belle... Mettons, t'es allé dans le sud, là avec ta blonde, tout ça, là, t'as passé une belle semaine, t'es content, puis là, tu reviens, là, puis justement, coup de 2x4, lundi matin, stress dans le tapis, tout est en feu, là, tu capotes, là, tu te dis, asti... Ben, exactement. Puis, c'est exactement ça, là. Mais c'est un peu ça, puis c'est parce que dans la clinique, j'étais le rainmaker. Si moi, je vendais pas, il y a personne qui vend. OK. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un gars excellent dans le développement des affaires. Mais dans la vente, donc développement des affaires au niveau moyen, long terme, fait que tu sèmes pour récolter plus tard. Ouais, je comprends. Fait entretenir les relations, puis etc. Ça, j'ai toujours été super bon. Pour la vente,
vente à pression quasiment, là, vente pour un impact Tout est bon immédiat. pour remplir le pipeline en haut. Ouais. Dans le fond, tu t'en C'est ça. mets dans la chaudière. Puis... Je suis bon pour les closer, mais ce que je préfère le plus, c'est le développement des affaires. Tandis que là, ben, c'est moi le rainmaker. Fait que je faisais le développement des affaires, mais c'est moi qui closais aussi. Fait que, tu sais, puis je n'aurais pas de chiffres, mais tu sais, j'ai closé quand même des bons chiffres au courant des années pour toute l'équipe. Puis tout. Jusqu'à un point tournant où j'ai dit, fuck off, moi, ça me tente plus de faire ça. Puis c'était prévu que je me mettais à la porte aussi. Ouais. Mais à cause un peu de la pandémie aussi, ça a fait en sorte qu'il a fallu que je sois encore plus sur le plancher des vaches quand j'étais en train de me retirer juste avant la pandémie. Fait que là, il a fallu que je me remette les mains dans les opérations, dans les ventes, etc. Puis c'est là que ça m'a comme usé. J'ai dit, ça me tente plus de faire ça. Je veux revenir à la base, tu sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pogné justement un coup de 2x4 Oui. pendant la pandémie pour toutes sortes de raisons. Tout le monde a une situation différente, là, mais c'est comme nous autres et tout, là, c'est un peu... on est une jeune entreprise, on est quand même des jeunes aussi. Mm-hmm. Fait, je pense que ça nous a aidé beaucoup. Puis ça a fait qu'on a eu des opportunités. On a eu des concurrents qui ont fermé, qu'on a ramassé leur business. Mais sur le coup, là, tu te dis, bon, ben, je vais aller coller des livres en arrière, là, moi. C'est ça. Tout le monde dehors, puis les trois propriétaires, on travaille, puis on... Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un questionnement, il y a une remise en question, puis là, tu te dis, tu sais, des fois, je me dis, combien de fois que ça peut t'arriver avant que tu tires la plug? Ouais, mais c'est une question d'accumulation. C'est ça. Tu sais, quand je parle de coup de 2x4, c'est un peu ça. T'sais, un coup de 2x4, une fois de temps en temps, c'est juste normal. Ça fait quasiment du bien. Mais oui, parce que ça te réveille. Déstabilise, ça te réveille, puis tu dis, OK, ouais, non. Ça fait sortir le guerrier. Ça, puis, exactement. Tandis que quand tu as une accumulation de plusieurs coups de 2x4, maintenant, à un moment donné, tu te remets en question, puis tu dis, OK, mais c'est ça vraiment que je veux. Fait qu'à peu près aux 5 ans, moi, je fais comme une espèce de mise au point, là, mise à jour. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça faisait quand même quelques années que je voulais quitter, que je voulais vendre mes parts ou vendre l'entreprise carrément. Puis finalement, au mois de mai, avril-mai, j'ai juste dit, OK, c'est quoi ma stratégie de sortie, là, concrètement? Fait que j'ai regardé les différentes options, les différents scénarios. Parlé souvent là-dessus, tu sais, je t'entends souvent parler de ça, ta stratégie de sortie, c'est qui ton plan A, ton plan B. Ben, ça fait partie, tu sais, quand tu réfléchis de façon... Ben, quand tu es dans un mode stratégique... Quand tu recules un peu. Ben, c'est ça, le pas de recul. Fait que, tu sais, faut que tu te reposes ces questions-là, faut que tu reviennes sur ces éléments clés-là au niveau de ta business. Donc, de se poser les bonnes questions, de poser les bons gestes qui découlent des réflexions que tu as. Puis quand j'ai regardé tous les différents scénarios possibles, j'ai juste dit, OK, là, ça me tente plus. Qu'est-ce que je fais? Fait que je les ai analysés, les scénarios, puis j'ai décidé finalement de racheter mon associé pour fermer les opérations de la clinique. Pour comme fusionner un petit peu finalement au global ce que je faisais historiquement avec la clinique, avec mon propre branding à moi, puis mes propres programmes, puis mes livres, etc. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis j'ai comme racheté finalement pour fusionner. Mais je l'ai fait dans une certaine séquence aussi pour pas juste tirer la plug d'un coup, pour informer, expliquer. Mais avant ça, moi j'avais vérifié avec mes partenaires. Puis mes partenaires me l'avaient dit, ils disaient, nous autres, on veut travailler avec Alexandre Vézina. On veut pas travailler avec la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Ouais. Fait que juste là, moi, c'était comme un wake-up call. De closer, parce que tantôt, c'est ça que tu disais, je suis seul à closer, là, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises comme nous autres, c'est ça aussi. Là. Je veux dire, le premier step, c'est un peu ton branding personnel au travers de ton entreprise, surtout les petites entreprises, tu sais. C'est de même que tu fais justement du développement des affaires, puis tout le kit. Fait que c'est un peu normal. Ben oui, mais moi, dans mon système, ce qui s'est passé, c'est que j'avais développé mon branding à moi, puis en consultation, puis avec mes livres, etc., avant de créer la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Puis c'est ce qui a comme nuit un peu, parce que j'ai pas été en mesure de faire la transition adéquatement. Mais au début, je le faisais, mais avec la pandémie, c'est comme si je me suis mis encore plus la face. Je suis devenu encore plus la mascotte de la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Puis vu que je me suis comme fondu un peu dans ça, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis comme un peu perdu. Parce que moi, l'idée de la clinique, c'était que ça vive par elle-même, sans que ma face soit là, parce que moi, j'ai mes autres affaires à côté. Puis là, c'est comme si j'étais pris un peu dans ce système-là. Fait que j'ai dit, gars, fuck off, on coupe. Fait que, mais tu sais, dans les faits, j'ai juste fondu ce qui était dans la clinique. C'est la même affaire que tu faisais. Tu sais. Mais non. Non, parce que j'ai éliminé tous les programmes de groupe, je les ai tous éliminés. Okay. Tout ce qui était en ligne par la clinique, j'ai mis la hache là-dedans.
puis j'ai recommencé des nouveautés. Fait que je suis revenu vraiment à base en me posant la question suivante. Est-ce que j'ai du fun? La réponse est non. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver du fun? Puis c'est là que j'ai fait le ménage en tout. Puis il y a plusieurs clients, plusieurs produits, services. J'ai juste dit, tiens, je mets ça de côté. Je verrai si ça me tente de réactiver ces éléments-là un jour. Est-ce que c'est pertinent pour les clients? Peut-être. Mais présentement, voici, j'ai sondé les clients, j'ai sondé mes partenaires, puis avec les résultats des échanges que j'ai eus avec eux, ben ça a aligné finalement tout le développement. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je veux vraiment plus d'accompagnement stratégique. Puis c'est drôle parce que malgré la pandémie qu'il y a eu, là maintenant, les gens, j'ai fait beaucoup de virtuel. Puis là, c'est comme si on veut que tu viennes dans je pense ma que business. Oui, il y a tellement des affaires, là, le virtuel, le monde n'est plus capable. Non, mais c'est ça. Ben même moi, faire des podcasts, là, Mm-hmm. tu sais, je veux dire, à la base, là, moi, je n'écoute des podcasts, je suis un fan de podcasts, puis c'est un peu le but d'en partir un aussi. Puis tu sais, c'était comme juste de faire découvrir, tu sais, la personnalité, tu sais, justement, la vibe, là, tu sais, de l'équipe, parce que, tu sais, ça, les gens aiment beaucoup ça, puis c'est pour ça qu'ils viennent. Puis au début, j'en ai fait des podcasts, là, en virtuel, c'est pas pareil pendant tout, là. Je veux t'avoir en avant de moi, assis dans le Ben oui, c'est ça. C'est pas, boire un non, café, c'est tu sais. ça. C'est pas du tout pareil. Il y a un niveau de proximité, mais les clients, parce que, tu sais, en ligne, t'as pas de déplacement, t'as rien. Ah, il y a des avantages, là, clairement. Ah, mais moi, j'ai des clients, là, partout au Québec, depuis des années. Fait que, tu sais, avec le virtuel, ou, tu sais, c'était plus facile. Mais j'en fais encore du virtuel, mais le virtuel que je fais, c'est souvent pour répondre à des enjeux tactiques. Questions, réponses, un outil, correct, etc. Puis, au travers. C'est ça. Mais exactement, tu les dis au travers. Mais mes meilleurs clients, je travaille de façon stratégique avec eux. Fait que, tu sais, des fois, c'est tous les mois. J'ai un client à Drummondville, tous les mois, je vais dans sa business 3 heures de temps. Ouais. Pour rebrasser, créer des alignements, etc. Jaser avec l'équipe de direction, tu sais, bon. Puis j'ai d'autres clients, c'est des fois 4 fois par année, 8 fois par année. Donc, mais des demi-journées complètes. Des demi-journées. C'est ça, mais tu sais, 3-4 heures. Ouais, c'est ça. Puis là, les déplacements en valent la peine. Puis, mais tu sais, on s'entend, c'est pas le même genre de tarification non plus. Fait que, mais ça fait partie. Mais les gens sont prêts. Mais tu sais, supposons qu'on prend 1 heure ensemble en virtuel. On fait juste régler certaines choses. Mais on prend 3 heures. Ouais, mais on prend 3-4 heures, puis on travaille vraiment de façon stratégique. Au niveau de ta business, on va bien plus en profondeur. Ouais. Fait qu'il y a de ça aussi. Fait que j'interviens beaucoup dans les petites entreprises à ce niveau-là. Mais tu sais, quand je parle de petites entreprises, pas besoin d'avoir 300 employés, là. Souvent, moi, ma clientèle, où est-ce que j'interviens comme ça, ils ont, je te dirais, entre 5 et 50 employés. Ça, c'est comme la majorité. Mais après ça, j'en ai qui ça va jusqu'à 200. Mais ça doit être quasiment. Puis des fois, il y en a des plus petites. Tu sais. 5 à 50 dans le pourcentage des business au Québec, là, mettons. Ça doit être écoute, quand même pas mal. Là, regarde, c'est pas compliqué. De mémoire, là, c'est comme si au Québec, là, je veux pas dire n'importe quoi, là. Tu sais, t'as comme un 75% à peu près des business qui ont moins de 5 employés. Ouais, j'ai pas de misère à te croire. Là. Puis quasiment 90% moins de 10 employés. Ah, OK. Ah ouais, tant que ça. Ben oui, c'est beaucoup. Le tissu là, entrepreneurial, c'est ça. Tu sais, la petite business, le dépanneur du coin, puis le garage automobile, là, ils n'ont pas 50 employés. C'est clair. Bon, fait quand tu te mets le salon d'esthétique, massothérapie, etc., quand tu te mets à additionner tout ça, mais tu te mets à additionner tout ça, c'est ça le vrai tissu du développement de la business au Québec. Les petites business conventionnelles. Tu sais, souvent, on entend parler des startups technologiques, etc., ou les bombardiers de ce monde. Mais des fois, ça me fait capoter parce que justement, t'entends parler rien que de ça. Mais tu sais, tout ce monde-là, là, si t'as personne pour venir déboucher ta toilette, puis si t'as personne pour qui travaille à l'épicerie, puis tu sais, comme, mettons, le télétravail, là. Le télétravail, c'est pas les vrais jobs, tu sais, ultra importants. On s'entend, tu sais, t'as besoin du gars qui place les boueurs, là. Les boueurs, ils font pas de télétravail. Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça, dans tout ce que j'ai fait dans mon parcours, là, la majorité de ma clientèle aussi, c'est pas de la high-tech, etc. Je le laisse aux autres. Ouais, c'est ça. Il y en a plein qui veulent travailler avec ces entreprises-là. Ouais. Moi, je l'ai toujours fait. Améliorer la situation des entrepreneurs, au sens large, pas juste de tel secteur. Ouais, c'est ça. Puis ça a tout le temps été rattaché souvent à ce que moi j'appelais les oubliés, les négligés, qui se trouvent à être justement, tu sais, ça fait quelques années que tu es en affaires, là. Jusqu'à plus longtemps, mais souvent, aux alentours de 5... Sexy, là, ouais. Mais tu sais, souvent, le 5 à 20 employés, là, il n'est pas très intéressant. Mais 5 à 10, aussi comme gap. C'est un cap
puis ta business, elle se transforme complètement. Mais les gens ne le voient pas. Fait que souvent, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement structuré. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis à l'époque, avec Service Québec, là, c'est vraiment eux autres qui étaient ciblés. Fait que moi, j'ai développé beaucoup mon expertise rattachée à cette strate de clientèle-là. Parce que des fois, juste une petite astuce là, de base, tu sais, dans 2x4, là, Ouais, c'est ça. une petite astuce peut devenir un game changer Ouais, exact. pour la business au global. Tu sais, nous autres, là, on est exactement dans ce que toi tu parles. Là. Puis tu sais, des fois, en plus, nous autres, c'est qu'on est manufacturier. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai été une couple de fois dans des espèces de colloques, là, où est-ce que, avec au cégep, pour checker, là, parce que notre prochain défi, nous autres, c'est d'avoir une personne de plus dans le bureau. Puis, tu sais, ça vient comme, tu sais, dans les ratios, là, quand tu rajoutes quelqu'un dans le bureau, là, ça vient comme un peu tout foutre le bordel, là, tu sais. Puis là, tu lui donnes quoi à faire? Tu sais, c'est quoi, comment est-ce qu'on se partage? Fait que là, on est là-dedans. Puis, tu sais, je dis aux jeunes, je dis, hey, une place comme chez nous, là, tu sais, manufacturier, PME, là, on fait tout de ce qu'il y a à faire dans une business, là. Fais pas juste acheter du stock pour le revendre, là. Là, faut que tu penses à acheter le stock, gérer ton cash flow, après ça, temps de production, l'horaire de production, gérer ta prod, tu sais, après ça, tout le reste, là, que tout le monde fait, là, tu sais, les ventes, la comptabilité, tout le kit, c'est correct, là. Mais, tu sais, ces places-là, là, tu peux pas en prendre plus qu'une place comme ça. T'as pas le choix de t'en virer sur un dizaine. Puis, je me rappelle notre premier système de vente, parce que tu entends tout le temps parler du sales funnel. Là. Tu vas donner un e-book gratuit, puis là, c'est correct, là, mais j'ai dit, nous autres, notre premier sales funnel, on l'a fait pas sur Internet, là, au téléphone. Comprends-tu? La vraie business se passe pas sur le web. C'est ça. OK, même, tu sais, puis là, je te fais une révélation. Là. Tu l'appelles, tu dis, hey, tu prends son email, tu lui fais le suivi. C'est la base de la business. Puis toute grande entreprise, c'est pas sur le web, ça se passe. Puis moi, j'ai toujours développé une approche de tous ceux qui, avec leurs recettes magiques, puis les funnels, puis etc. Moi, j'ai toujours dit, ouais, attends un peu, là. Tu sais, même si je suis beaucoup diffusé sur le web, là, OK, ça donne des contrats une fois de temps en temps, là. Ouais, je peux pas te le cacher. Mais ce qui est le plus payant, là, c'est vraiment le contact direct avec les gens. Ben, c'est là que je m'en allais. Parce que, tu vois, mettons, le sales funnel, la personne, il faut qu'elle se ramasse dans tes affaires, tu sais. Mais tandis que moi, ce que je faisais, je prends le bottin de téléphone, OK, mettons, tous les restos, puis je les appelle, puis au début, mettons, c'était d'essayer de se closer. T'as-tu besoin de menu? Puis s'il dit oui, ben on se plug un rendez-vous, puis on regarde ça. Mais tu sais, des fois... Notre premier système, ça a été de faire, OK, il n'y en a pas besoin. Avant, on se laissait une note, puis on le rappelait plus tard. Là, on dit, garde, il n'a pas besoin, mais c'est pas grave, on va ramasser son courriel pareil, puis on y envoie notre catalogue si jamais il y a besoin, sans mettre de pression. Avant, on mettait plus de pression, fait que c'est de l'apprentissage. Puis là, quand on a fait ça, on s'est ramassé une liste de clients. Mais c'est parce que ça nécessite des efforts. Ça nécessite un niveau d'engagement puis un niveau de professionnalisme. Mais la majorité des gens, puis encore plus en business, recherchent la facilité. Fait que tous ceux qui cherchent une recette magique, là, qui peuvent faire un copier-coller dans leur business, puis ils vont payer un montant, puis en ligne, puis ça va amener des contrats, là. Mais écoute, c'est de la bullshit. Ouais. Non, mais il faut que tu commences à la base. Là. Oui. Puis la base, il faut que tu te fasses connaître. Puis le web, même si ça peut t'amener une certaine masse, qu'est-ce que tu vends? Non, c'est correct. Mais quand tu vends de l'expertise ou tu vends quelque chose de vraiment unique ou précis, la vraie business, ça se passe pas sur le web, c'est entre des individus. Fait qu'aller luncher avec quelqu'un, faire une prise de contact, puis tout est une question de développement de la confiance. Exact. Non, mais c'est la base de business. Exact. Dans mon premier livre, là, j'avais un outil qui s'appelle l'échelle de la confiance. Vu que je n'étais pas très créatif, j'avais appelé ça l'échelle de la confiance AV pour Alexandre Vézina. Puis j'avais une échelle de confiance sur 10 niveaux. Donc, 10 niveaux, du point 0 jusqu'à 10 pour dire, je ne suis pas connu, mais quel point de contact positif j'essaie d'avoir avec le client pour augmenter la confiance. Puis l'augmenter. Ouais, l'augmenter. Bon. Pour pouvoir, après ça, closer. Mais ça prend des points de contact positifs, significatifs. Et le point de contact par idéal, là, c'est une vraie rencontre. Une vraie serrer la main, prendre le temps. C'est clair. Mais c'est du développement de relations. Les gens veulent faire des choses à la va-vite, là, mais ça, on appelle ça un one-night stand. Mais c'est quoi, c'est 8 à 12 interactions avec quelqu'un qui disent? Tu sais, mettons, je pense que c'est un chiffre qui sort dans le marketing, souvent, ouais, etc. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça que moi, j'avais commencé à faire des vidéos sur le web. Je disais, regarde, on s'est parlé au téléphone, on s'est envoyé 2-3 emails. Ben, tu sais, si je peux juste bypasser quelques étapes,
C'est pas la première, pas la deuxième. Mais tu sais, mettons 3, 4, 5e, puis après ça, on se reparle une 6e fois. Mais parce que ce qui est important, là, Yannick, là, c'est des prises de contact différentes. Tu sais, un vidéo, c'est une chose. Un courriel, c'en est un autre. Un appel, c'en est un autre. Mais oui, il faut qu'il y ait une interaction. Après ça, tu sais, sur le web ou la vidéo ou le courriel, etc., c'est une interaction. Ça te rend visible. Mais c'est pas l'interaction souvent qui va faire le closing. C'est d'autres éléments ou c'est de l'accumulation de ces éléments-là. Même je peux te partager un échec total qu'on a fait dans nos premières années. Tu sais, la première année qu'on s'est lancé en business, ça allait bien. Deuxième année, tu sais, ça avait vraiment... Je pense qu'il y a un genre de syndrome de la deuxième année ou je sais pas trop là, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, comme les recrues au hockey. Là, mais... Fait que là, on s'est dit, on va investir dans un site web transactionnel pour les menus que tu peux bâtir ton menu en ligne. T'sais. Puis là, on a mis de l'argent là-dedans, puis du temps là-dedans, là, puis on a vendu 0. Là. Je te dis pas que ça n'a pas aidé. Peut-être qu'il y a du monde qui sont allés et ils ont appelé après, mais il n'y a personne qui va acheter 5000$ de menu en ligne sans connaître l'entreprise. Fait que là, on s'est planté. Fait que ça, c'est un exemple. Mais ouais, c'est un exemple. Il y en a plein d'exemples comme ça. Moi, je me rappelle là, une cliente en Beauce, là, quand elle s'est inscrite à un de mes programmes, là, c'était comme la dernière chance. Parce que finalement, au global, là, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle vendait. Ben non, je m'en rappelle qu'est-ce qu'elle vendait, mais je le dirais pas pour pas... pour pas qu'on la reconnaisse. Non, c'est ça, pour pas qu'elle se reconnaisse. Mais tu sais, elle était rendue, elle avait investi comme un 200 000 pour faire de la vente en ligne. Puis elle n'avait vendu pour 40 000. Tu sais, 40 000, tu dis, hey, c'est cool, mais... quand même dépensé 200 fucking 1000 $. Là. Mais l'autre affaire même que tu parles pas, parce que là, c'est des chiffres là, dans le négatif. Mais, tu sais, moi, mettons qu'on avait mis peut-être 40 000 $, OK? Mais combien de temps que j'ai passé là-dessus à monter ça que j'étais pas justement en train d'appeler mes clients un par un, là? Exactement. T'sais, fait que, tu sais, il y a une job terrain de base qui est souvent ce que moi j'appelle une job de marde. Tu sais, pogner le téléphone, puis appeler, puis de faire les démarches pour te faire connaître auprès. C'est tellement ça la vie, tu sais, dans tout. Ben, c'est ça. Puis si tu le fais pas... non, mais si tu le fais pas, là, tu pourras pas récolter plus tard. Ben, tu vas arriver à un point où est-ce que tu vas avoir un coup de 2 par 4 parce que tu vends pas bien ce mois-ci, puis tu te dis, je vais prendre le téléphone parce que là, ça va pas bien. Ouais, mais il faut pas attendre que ça aille pas bien. Non, exact. C'est un réflexe qu'on devrait faire dès le départ. Ouais, c'est ça. Mais... Puis, hey, écoute, ben, c'est vraiment cool. Hein. Je pense qu'on a fait un bon bout sur l'entrepreneuriat, mais moi, ce que je voulais aussi regarder avec toi, parce qu'on a fait un livre ensemble, puis je voulais savoir, tu sais, parce que toi, dans le fond, tu étais un stratège, tu étais un conseiller, puis tout. Mais c'est comme ça que tu as commencé à faire des livres. Tu t'es dit, c'était-tu comme un lead magnet? T'sais? C'était un peu ça ma question. C'est... Même pas. Même pas? Au début, c'est même... l'intention première, c'est pas ça. L'intention première, puis... là, mais avant d'aider, là, je m'étais fait une réflexion stratégique, puis je m'étais dit, tu sais, ma bucket list, qu'est-ce que je voudrais faire? OK. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des articles de blog régulièrement, puis etc. Puis je me suis dit, j'aimerais ça écrire un livre. Mais je reviens à ma mission, un livre d'affaires. Pour aider les c'était les vraies affaires, c'est ça? Oui, enfin les vraies affaires. Puis l'intention première, là, c'est je donnais un cours pour dans 2-3 commissions scolaires au Québec pour des gens qui étaient en train de terminer leur cours de prédémarrage d'entreprise, de lancement d'une entreprise, puis je donnais le dernier cours. Puis j'avais appelé ça « Situation et décision d'affaires ». En gros, là, c'est 3 heures de temps, tableau blanc, de quoi vous voulez qu'on discute. On parle de n'importe quoi niveau business. Vous allez démarrer votre entreprise. Je réponds à toutes les questions. Fait que 3 heures de temps de même. C'est tout le temps les mêmes questions. Sûrement. Ou presque. Les mêmes préoccupations, les mêmes questions. Ça ressemble à quoi? Mais tu sais, comment faire un bon partenariat d'affaires? Comment que je fais mes premières ventes? Comment je fais pour attirer des nouveaux clients? Comment je fais pour me distinguer des autres? Comment que, tu sais, quelle structure d'entreprise je devrais prendre? Par où? Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est pour ça que j'avais un outil sur développer la confiance, prendre le temps de bien faire des choses, puis bon. Puis se connaître soi-même, puis bon. Fait que, tu sais, c'était ça. Mais la prémisse, c'est j'étais tanné de répéter tout le temps la même affaire. Fait que j'ai décidé d'écrire sur les sujets que je répétais tout le temps. En me disant, je vais arrêter, en disant aux gens, gars, va lire mon article. Lis mon livre, là. Lis enfin les vraies affaires, là. Puis une fois que tu l'auras lu, là, on s'en reparlera, mais je ne commencerai pas à répéter tout le temps les mêmes choses. Finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que, ben, là, vu que j'avais un livre,
ben, au global, les gens qui me connaissaient ou les organisations de développement économique m'appelaient pour donner une conférence en lien avec le livre ou une formation. Fait que là, je me suis mis à répéter encore plus. C'est devenu comme un lead magnet. Ben, c'est ça, dire, exactement. Mais au début, c'est vraiment pas ça. Puis, tu sais, avec le temps, je l'ai compris, tu sais, je le fais pour améliorer la situation des entrepreneurs tout le temps. Je suis tannant, mais je le répète, mais c'est super important. Puis, ça, c'est vraiment, ça a toujours été mon leitmotiv. Mais après ça, qu'est-ce que je répétais souvent? Ça a été comme mon deuxième élément. Puis on se le cachera pas. Tu sais, un livre, c'est une carte d'affaires gonflée sur stéroïdes. Ouais, clairement. Parce que là, ça te donne de la crédibilité à côté. Tu sais, ben oui. C'est comme plus que n'importe quoi. Là. Tu peux dire, j'ai un programme de formation en ligne, hein, j'ai passé à la TV. Ouais, mais quand tu as écrit un livre, là, je sais pas, dans la tête du monde, là, c'est comme si t'es... pas Dieu, là, mais pas loin. Non, c'est comme si tu deviens dans une catégorie à part. Pourquoi? Ouais, parce que... Tu deviens une référence. Oui, parce que la majorité des gens aimeraient écrire un livre. Mais il y en a peu qui passent à l'action. Une fois que tu as compris, écrire un livre, c'est un processus. Que ce soit un roman, que ce soit un livre d'affaires, etc., c'est un processus. Même ça, c'est une de mes questions. Fait que je suis content de t'entendre parler là-dessus. Là. Je voulais savoir comment ça se passait, ton processus. Fait que... Vas-y, continue. Je peux te partager mon processus de base pour la grande majorité de mes livres d'affaires. Écoute, premier élément, là, moi, je me dis, c'est quoi mon intention derrière, supposons, ce livre-là? Tout le temps, quand... C'est la base. Qu'est-ce que je veux? Mémoire, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Puis après ça, le format. Combien de chapitres, combien de pages, combien de mots aussi. Mais y a-tu aussi une question de combien? Parce que, tu sais, là, je lis ton livre 2x4, qui, en passant pour les auditeurs, c'est vraiment... Ça porte bien son nom. S'il y a juste un livre qu'un entrepreneur doit lire présentement, c'est 2x4. Oui, vraiment. Mais tu sais, comme la longueur des chapitres, ça rentre-tu là-dedans? Mais ça dépend de... Ça, c'est ton intention. Moi, j'ai toujours écrit avec des petits chapitres parce que je m'adresse à des entrepreneurs qui, souvent, ne lisent pas ou n'aiment pas lire. Ouais. À la base. Si t'aimes lire, ben, tant mieux. Mais si t'aimes pas trop lire, là, ben écoute, en lisant ça, c'est comme si tu tournes les pages, puis encore. Tu peux lire 10 minutes comme tu peux lire 4 minutes, comme tu peux lire genre 45 minutes, mais moi, j'ai fait une shot de 60 pages, puis je trouvais ça quasiment trop, là. Tu sais, je m'en garderais quasiment un par jour. Ben, il y en a plusieurs, c'est ça. Comme Révélation, c'est la même affaire. La majorité des gens lisent comme l'équivalent d'un chapitre ou deux par jour. Ils dégustent le livre. Fait que ça pour moi... T'as pas le temps de te tasser à la tête de ton vomi, là. Non, c'est comme ça. À tous les jours. Ah, sacrément, je mange encore une volée, puis à tous les jours. Ouais, mais tu sais, c'est une volée bienveillante. L'idée, c'est, tu veux-tu améliorer tes affaires, oui ou non? Fait que ça a toujours été en lien avec ça. Le premier, ça commence raide, là, qu'il y a l'introduction. Puis là, c'est quoi? C'est êtes-vous un amateur? Là, je me suis dit, hey, là, Alex, il s'en vient. Là, faut que je sois prêt. Faut pas que j'aille l'air d'un amateur. Non, mais il y a ça aussi. Les gens, des fois, ils ont peur de moi. Parce qu'ils arrivent, il va me rentrer dedans. Mais non. Des fois, oui. Mais si je suis pas payé pour te rentrer dedans, je m'amuserai pas à te rentrer dedans. Il y a toujours ça aussi. Parce que ce que j'ai appris avec le temps, c'est un conseil non sollicité ne sert absolument rien. Mais là, tu t'en venais. Je te coupe, là, mais tu vois, c'est drôle. Tu t'en venais, puis là, j'étais là. Je pensais à plein d'affaires que je m'en allais te dire en me disant, ouais, mais tu sais, je veux pas avoir l'air d'un amateur. Ouais, mais hey, je ferai pas mon amateur. Puis là, tu me dis, hey, je vais être en retard. Hey, fais pas ton amateur. Non, mais t'as vu, gars, j'étais pour être en retard. Je t'ai envoyé un courriel quasiment 1 heure d'avance. Ouais, mais c'était parfait. Ça me dérange pas. Parce qu'un professionnel va avertir. Un amateur n'avertit pas. Puis en plus, j'ai eu une situation un matin que j'avais oublié un client là, pour une soumission. Là, puis tu sais, fait que là, j'étais là. C'était une de ces. J'étais là. Je suis vraiment un amateur un matin. Mais tu sais, gars, comme ça, c'est pas pour insuffler le syndrome de l'imposteur en toi. C'est vraiment plus pour arriver avec une prise de conscience. Pour te faire évoluer. Exact. C'est uniquement ça. Ça te ramène sur ça traque. Oui, puis à chaque fois que tu te poses la question, c'est dans un souci d'amélioration. Tu dis, je veux pas être. Ou je viens d'être un amateur là. Ouais, qu'est-ce que je fais pour éviter que ça se reproduise? C'est ça l'intention aussi derrière. Fait que, bref, dans le processus, intention, type de clientèle, moi, je suis beaucoup avec des courts chapitres parce que c'est ce qui pogne plus avec les entrepreneurs aussi. Puis, écoute, écrire un livre comme 2x4, là, 6 semaines. Puis c'est quoi tu fais? Tu dis, mettons, j'en fais 1 heure à tous les jours? 1 heure, 2 heures. Le matin, là, dépendant comment ça va. La fin de semaine, peut-être un 3 heures. OK. Mais tu sais, c'est un processus. Fait que là, je le rentre dans mon agenda, puis moi, je le sais, là, 6 à 8 semaines, max, là, le livre est fini. Ça prend tant d'heures, puis etc. Moi, je rédige à peu près 1000 mots à l'heure
OK. pour quand c'est de l'expertise. Fait que tu sais, comme 2 par 4, c'est 32 000 mots. OK. Fais ton calcul, là. T'sais. C'est quand Fait même structuré. Non, mais c'est parce qu'avec le temps, tu le sais, mais comme j'ai peut-être mis 40 heures pour 2 par 4 parce qu'il y a plein de chapitres que j'ai rédigés qui sont pas dans le livre non plus. Il y a ça aussi, tu sais, dans le processus, là, des fois... Tu fais-tu un plan, tu sais, mettons, t'écris-tu tous tes chapitres avant, tu sais, ça doit être quand même Moi, dans mon côté plan de match, structuré. souvent, tu sais, au début, intention, etc. Avant de commencer à rédiger, là, je me donne un titre. Pas de sous-titre, juste un titre. Puis après ça, je rédige l'introduction. Qu'est-ce que ce titre-là m'inspire? OK. Fait que là, je rédige l'introduction. Puis une fois que l'introduction est rédigée, je l'envoie à quelqu'un qui me conseille au niveau de mes relations publiques, David Couturier. Fait que j'y envoie. Puis je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, avec un résumé du livre, il n'y a pas de table des matières, rien. Ouais. Il y a une introduction, l'intention, à qui ça s'adresse, puis les grandes lignes du livre, dans le genre, sans que ce soit la description qui va être en arrière, mais tu sais, un peu comme ça. Puis c'est lui qui me dit go, no go. Finalement, au global, ou c'est de la marde. Lui, il travaille pour ton éditeur, dans le fond? Même pas. Même pas? Même pas, c'est un consultant externe. Okay. Mais depuis la première version de mon livre 2 par 4, je travaille avec lui. Fait que tu sais, il me donne un peu un sounding board. Là, ouais, c'est ça. C'est dire oui, non, puis tu sais, des fois, il trouve que, tu sais, j'en ai fait beaucoup des livres dans les dernières années. Là. Fait qu'à chaque fois que j'arrive avec un projet, il faut vraiment que ça soit sa coche. Faut que ça se démarque. Il faut pas que ça soit pareil comme l'autre que tu as écrit il y a 3 ans. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est mon processus. Puis quand j'ai son approbation un peu, là, j'écris. Puis quand tu t'en vas, puis une fois que tu justement, tu as fait toutes tes, mettons ton 6 ou ton 8 semaines, ouais. Là, toi, as-tu un deal avec l'éditeur d'avance? Comment ça marche, toute cette partie-là? Tu sais, c'est déjà canné que toi, à telle date, il faut que tu fournisses un texte, puis t'as quasiment un gun sur la tempe. Oui et non, tu sais, ça dépend des livres. Mais tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai mon idée, je fais valider l'introduction. Là, après ça, je me fais une liste de sujets que j'aimerais rédiger dans le livre. Mais tu sais, comme pour Révélation, j'avais 500 sujets. Je ne les ai pas tous traités, on s'entend. Mm-hmm. Mais j'avais quand même 500 sujets initialement. Fait que là, après ça, quand je me mets à rédiger, je rédige les sujets qui me tentent, là, maintenant, sur le moment. Puis après ça, quand les sujets sont pas mal tous rédigés, je regarde mon livre, je dis qu'est-ce qui me manque? Ou qu'est-ce que j'ai de trop? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Fait que là, après ça, je fais comme une première édition du livre. Mais au préalable, quand je commence à rédiger le livre, moi, je contacte l'éditeur ou la maison d'édition. Pour dire, regarde, voici mon livre, voici la description, voici mon intention, puis voici ma date estimée de publication, puis ma date estimée que je pourrais te fournir le manuscrit. Est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Okay. Fait que, à date, tous mes livres ont été acceptés. Tu sais, je travaillais avec les éditions GML dans le temps. GML. Après ça, Révélation, mais je l'ai auto-édité finalement pour certaines raisons, parce que ça me tentait pas que ça aille ailleurs, puis je voulais avoir de quoi de qualité, puis c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble aussi. Ouais. Puis après ça, pour 2 par 4, mais là, je m'étais déjà entendu avec Béliveau, avec un contrat pour 2 livres, dont 2 par 4. Fait que là, 2 par 4, j'avais quand même certains échéanciers. C'est comme une réédition, dans le fond? Tu l'avais déjà faite, puis tu l'as ressorti, mais... Ma première version de 2 par 4, c'est en 2018 que ça a sorti. OK. Puis le contexte a changé. C'est une réécriture... Quasiment au complet. Ah, quasiment au complet. J'ai repris des sujets, il y a des sujets que j'ai éliminés. Il y a 3 chapitres que j'ai gardés, puis que j'ai rajouté 2-3 éléments dedans. Mais sinon, tu sais, sur une 50aine de chapitres là, et plus. Là. Fait que, tu sais, tout le reste, c'est du nouveau contenu. La première version, il y avait genre 24 000 mots. Là, il y en a 32 000. Plus de pages au global, plus d'astuces aussi. Plus percutant, ce livre-là, que la première version. C'est percutant. Pour vrai, j'ai catché. Là, au début, j'étais là. Avant de lire... C'est mon premier livre que je lis de toi, là. On s'entend, là, tu sais, puis je te vois, on suit un peu sur ces réseaux, là, je vois tes titres, là, je me dis, OK, ben lui, là, c'est sûr, ça va rentrer, tu sais, mais tu dis, c'est un peu son branding, bah, puis là, tu ouvres le livre, là, tu fais comme, OK, non, c'est intense. Là. Non, c'est pas juste une question de branding, tu sais, je l'incarne. Ouais, c'est ça, mais c'est toi. Exactement. T'es authentique là-dedans. What you see is what you get, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas de surprise. Mais il faut qu'on soit direct aussi là, dans la vie. Là. À un moment donné, là, c'est comme mettons avec tes enfants. Là, tu peux pas leur compter des menteries. Là, moi, c'est ça que moi aussi, je suis un gars assez authentique. Puis, tu sais, j'ai dit tout le temps, tu sais, je peux pas. Il arrive une affaire, là, puis mon fils, là, c'est sûr qu'il va avoir de la peine, là, puis il va capoter, puis ça va lui faire mal, là, mais je dis ça, mais tu sais,
je peux pas y dire, tu sais, mettons, ton grand-père il est mort. Je dirais pas, ouais, ton grand-père T'sais, est parti au ciel. Puis, tu sais, non, grand-papa il est mort. c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est ça. OK, tu peux mettre un peu de fignolage de temps en temps, mais tu sais, au global, là, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, dans 2x4, là, c'est le combat de ruelle de rue, là, exact, de la exact. business. C'est la vraie ça, vie. là, tu sais, On enlève le glamour. Tu sais. Exactement. Il n'y a Parce plus de glamour, il n'y a pas d'histoire de jet set. Là. Des fois, on dit tel. Puis les médias propagent souvent ça aussi. Tout à fait. Il n'y a pas le milieu. Il y a juste le glamour ou celui qui n'arrache. Exactement. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours fait partie un peu de déglamoriser l'entrepreneuriat. Donc, de dire les vraies affaires aussi. Parce que ça, c'est la vraie vie des petites business. Parce que, tu sais, quand tu es propriétaire d'une entreprise, puis tu te mets à comparer aux grandes entreprises, aux entrepreneurs connus, célèbres, qui passent à la TV ou au Dragon, etc., tu peux pas. mais là, tu réalises que ah, mais non, mais ils sont donc bien hot, ils sont donc bien cool. Ouais, mais attends un peu, là. Ça, ils ont fait des choix, ils ont fait cette business-là, mais toi, c'est quoi tes choix? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas te comparer. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? Tu veux-tu? Mettons, lui, il a travaillé 90 heures par semaine toute sa vie. Tu veux-tu ça? Il y a eu 3 mariages, puis ses enfants, ils parlent plus. Puis, tu sais, il y a de ça aussi. Fait que la question clé que je pose aux entrepreneurs souvent, c'est quoi ta définition du succès, de la réussite? Si tu es capable de répondre à cette question-là, là, tu vas aligner ton plan de match. Puis moi, je vais t'accompagner en fonction de ça. Si tu me dis que tu vas être millionnaire dans 3 ans, je t'accompagnerai pas de la même façon, mais tu vas avoir des choix, puis il va falloir que tu renonces à plein d'affaires. Oui. OK? Versus quelqu'un qui dit, voici mes objectifs, voici ce que je veux faire, voici le next step. Parfait, on va travailler là-dessus. Puis on va faire du ménage graduellement. Il y en a que faut que ça soit drastique. C'est juste normal. Fait que bref, mes livres, c'est pas mal ça mon processus. Puis là, une fois que les dates sont prévues, ben il faut juste opérer puis rédiger. Mais tu sais, la portion de rédaction, là, c'est la plus facile. C'est facile de rédiger jusqu'à un certain point un livre. Après ça, c'est le processus de révision, l'édition, les liens avec la maison d'édition aussi, etc. Moi, ça a toujours bien été, autant avec GML qu'avec Béliveau à Star, pour cette portion édition-là. J'ai rien à redire. Là. Mais tu sais, moi, dans mon processus, il y a David Couturier qui passe sur mes livres, qui me fait ses commentaires. Des fois, des ajustements, mais ses commentaires. Après ça me revient. Je fais les ajustements. Puis après ça, ben, ce qui arrive, c'est que j'ai ma propre correctrice qui passe, Myriam Jacob, sur tous mes textes puis mes livres aussi, qui me revient avec des questionnements, d'autres éléments, des besoins de précision, etc. Puis je corrige. Mais oui. Puis je corrige ces éléments-là. Puis après ça part à la maison d'édition. Fait que la maison d'édition, quand ils reçoivent mon livre, il y a des ajustements encore à faire, mais il y a un méchant... 85% de fait. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, eux autres font les fignolages au niveau de la révision linguistique. Ils posent des questions pour s'assurer d'avoir comme un contenu aussi uniforme puis de qualité. Fait que c'est ces ajustements-là. Puis là, avec Béliveau, j'ai déjà mon contrat pour le prochain livre aussi. Mais je me suis pas mis de pression. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas commencé à le rédiger. J'ai le titre. Eux autres, quand je leur ai expliqué le concept, c'est « Oui, je le veux ». Fait que... Ils sont partants. Non, mais tu sais, ça va s'appeler « Le Machiavel des affaires ». Puis c'est comme une espèce de playbook de business. Tu sais, dans le football, tu as tes stratégies, etc. Puis c'est visuel, puis telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire, puis etc. C'est vraiment dans cet esprit-là que je suis en train de le développer. Puis dans ce que moi j'appelle la triade entrepreneuriale, qui se trouve à être les 3 dimensions de base que tu devrais prendre toutes tes décisions stratégiques autour de ça. Puis la triade, c'est l'esprit, être un Machiavel des affaires, là, c'est l'esprit éthique, l'esprit stratégique et l'esprit tactique. C'est la combinaison de ces 3-là qui fait en sorte que tu es un Machiavel des affaires. J'ai pas dit être machiavélique. Non. Être machiavélique, c'est complètement autre chose. Mais être un Machiavel des affaires, c'est réunir ces 3 éléments-là dans le cœur du développement de sa business. Puis c'est là que tu prends les bonnes décisions éthiques, les bonnes décisions stratégiques, les bonnes décisions tactiques, en fonction de tes objectifs, en fonction de tout ce qui se passe dans ta business. Puis ça va pour toutes les interactions, pour s'assurer d'être en cohérence avec ces 3 éléments-là pour faire de la bonne business éthique, stratégique, tactique. Ben, c'est rempli de sens. Puis ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Fait que merci beaucoup, Alexandre, d'être venu sur le podcast. C'est vraiment cool. Je pense que tout le monde va apprécier. Puis si les gens te cherchent, là, justement, ils veulent avoir accès à ton contenu, à tes livres, là, où est-ce qu'on peut te rejoindre?
Ben, si on tape Alexandre Vézina dans Google, d'après moi, on va me trouver à quelque part. Sinon, alexandrevézina.com, sur mon site internet, il y a tous les liens vers mes livres et vers mes différents médias sociaux. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à partager la vidéo, partager l'épisode, liker, nous laisser un commentaire et t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, donc c'est disponible partout. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. Ciao!